Alors, donc, je vais reprendre à partir du point où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire sur la question de la catégorisation. Je ne vais pas y revenir, simplement je synthétise les points les plus importants sur lesquels nous nous sommes arrêtés. Cette idée, bien sûr, que la catégorisation est une opération absolument fondamentale de la cognition, de la cognition humaine et qui joue un rôle au plan linguistique, ne serait-ce que sur le plan de la dénomination, mais la catégorisation joue aussi un rôle important en ce qui concerne la catégorisation, par exemple, des unités lexicales ou grammaticales. Je veux dire que, nous en parlions tout à l'heure avec Marie, le simple fait de faire de la grammaire à l'école, d'enseigner la grammaire, c'est développer des compétences de catégorisation sur des types de mots ou de groupes de mots, etc., nom, verbe, groupe nominal, groupe verbal, sujet, pour les catégories fonctionnelles, etc., etc. Donc la catégorisation joue un rôle sur toutes sortes de plans dans le langage, pas seulement sur le plan de la dénomination, mais c'est le plan que j'ai mentionné ici. On a vu qu'il existait deux modèles, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, qui suppose des propriétés communes des propriétés communes à l'ensemble des membres de la catégorie, donc des propriétés définitoires d'une catégorie, et on vérifie l'appartenance à la catégorie lorsque l'entité que l'on souhaite catégoriser a ou non les propriétés définitoires de la catégorie. Ça, c'est le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Mais on avait vu que ce modèle, s'il est nécessaire et utile en sciences, il ne reflète pas du tout notre façon naturelle de catégoriser, qui, elle, ressemble beaucoup plus à ce qu'on appelle la sémantique du prototype, et donc sur un mode de catégorisation fondé non plus sur des propriétés, mais fondé sur la similarité avec un prototype. Donc, pour savoir si quelque chose appartient à telle catégorie, vous vous souvenez par exemple l'oiseau, la catégorie oiseau, pour savoir si un animal appartient à la catégorie oiseau, vous avez un prototype de l'oiseau, ou plusieurs, mais mettons un prototype de l'oiseau, par exemple dans nos contrées européennes, disons le moineau, et vous allez juger de l'appartenance à la catégorie oiseau d'un animal quelconque sur la base de la similarité de l'animal considéré avec le moineau qui est le prototype de la catégorie oiseau. Si la similarité est grande, eh bien l'appartenance à la catégorie ne posera pas de problème. Si la similarité est faible, on aura peut-être un membre un peu périphérique de la catégorie, puisqu'on avait vu que dans cette modélisation de la catégorisation par le prototype, tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents. Vous vous souvenez, on avait vu que dans la catégorie oiseau, pour conserver cet exemple, le moineau est prototypique, mais des oiseaux comme l'autruche ou le pingouin sont beaucoup moins prototypiques, bien qu'ils soient des oiseaux. C'est-à-dire que comme ils ne volent pas, pour nous, êtres humains, ils sont moins oiseaux que les autres oiseaux. Alors que du point de vue de la catégorisation scientifique, par conditions nécessaires et suffisantes, tous ces oiseaux correspondent à la définition oiseau et sont oiseaux au même titre, au même degré. Pour une vision, disons, je dirais pour simplifier, scientifique de la catégorie oiseau, une autruche n'est pas moins oiseau qu'un moineau. Ils ont les propriétés de la catégorie oiseau, point. Mais dans notre façon d'être au monde, dans notre façon de vivre dans une culture, dans une nature, etc., qui est la nôtre, pour nous, il y a une différence importante. Une différence importante, c'est-à-dire que on peut reconnaître que scientifiquement ce sont des oiseaux, mais l'autruche est moins oiseau que le moineau. Bon, ça donc c'est la question du prototype. Alors le dernier point que j'avais fait remarquer, mais on reviendra plus tard sur l'analogie. En fait, la catégorisation, on peut la décrire comme un type d'analogie, à partir du moment où elle est fondée sur soit des propriétés communes du point de vue de la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes, soit par similarité avec le prototype dans le cadre de la sémantique du prototype ou de la catégorisation sur le modèle du prototype. Mais dans tous les cas, ces catégorisations, elles présupposent une analogie, c'est-à-dire une similarité entre tous les membres de la catégorie. Des choses qui appartiennent à une même catégorie, quelle qu'elle soit, elles sont similaires.
tous les objets qui appartiennent à la catégorie table ont des propriétés plus ou moins communes, et puis il y a peut-être des prototypes de tables, etc. etc. Donc, à partir du moment où il y a de la similarité, eh bien, le processus de catégorisation peut être vu comme un processus d'identification à partir de cette similarité. C'est-à-dire que je me fonde sur la similarité qui caractérise l'appartenance de deux entités quelconques à une même catégorie. Ces deux entités sont similaires. Je me sers de cette similarité pour les identifier en tant que deux membres quelconques d'une certaine catégorie. Donc, vous voyez, il y a une notion de similarité, et à partir de cette similarité, on fait un processus d'identification. C'est-à-dire ces deux choses qui sont similaires, on considère finalement, d'un certain point de vue, qu'elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes en quel sens? Elles sont les mêmes au sens où elles appartiennent à la même catégorie. Donc c'est ça le lien entre la notion de catégorie et la notion d'analogie. Donc au fond, l'analogie, c'est un concept plus général que la catégorisation. C'est une des fonctions de l'analogie que de servir à catégoriser les entités qui nous entourent, ou les entités mentales, tout ce que vous voulez. J'avais aussi noté, je n'y reviens pas, que ce processus de catégorisation entrave notre accès à la singularité. Ça, c'est un point qui n'est pas souvent remarqué dans les études sur l'analogie et la catégorisation. Mais c'est en rapport avec cette citation de Lakoff qui indique donc que nous ne pourrions pas exister en tant qu'être humain sans catégorisation, sans possibilité de catégoriser. Puisque si nous ne pouvions pas catégoriser, en fait, toutes les entités du monde, tous les êtres du monde extérieur nous apparaîtraient comme des entités absolument singulières. Un grain de sable serait complètement différent, n'aurait rien à voir avec le grain de sable d'à côté. Chaque entité séparée serait dans une pure singularité. Vous voyez, si vous éliminez la possibilité de faire la moindre catégorie, si vous imaginez une pathologie qui n'existe pas d'ailleurs, mais une pathologie fictive de quelqu'un qui aurait perdu l'aptitude à catégoriser. Alors ça existe pour des secteurs spécifiques. Par exemple, on a documenté, il y a une étude célèbre, très ancienne, sur la catégorisation des couleurs, des gens qui n'arrivent plus à catégoriser les couleurs, puisqu'on avait travaillé au premier semestre un peu sur cette question des couleurs. Ça arrive, que des gens voient deux nuances de vert différents comme deux couleurs complètement différentes. Donc ils n'arrivent plus à catégoriser par la couleur. Mais imaginons, c'est une fiction, des êtres humains qui aient complètement perdu la possibilité de catégoriser. Le monde serait un chaos absolu d'entités, toutes absolument singulières, qui ne seraient jamais, deux entités ne seraient jamais regroupables dans une seule et même catégorie. Alors, vous voyez, c'est complètement inimaginable. On est, dès notre naissance, nous avons des catégories d'une certaine façon. On ne peut pas imaginer le système cognitif humain sans le fait de regrouper les choses qui nous entourent dans des paquets cognitifs, en quelque sorte. Je veux dire, on repère très rapidement, quand on est un enfant, les êtres animés, humains, animaux, et puis les choses, etc. Mais déjà, ça, c'est une catégorisation du monde. Eh bien, si vous admettez cette idée que la catégorisation est fondamentale à l'homme, il faut en même temps reconnaître que la conséquence, c'est que n'importe quel objet du monde, n'importe quelle entité du monde, être, vivant ou entité, objet, un objet, sera toujours perçu comme un membre quelconque d'une catégorie. C'est-à-dire, voilà, j'ai mon ordinateur ici, c'est un membre quelconque de la catégorie ordinateur. Je veux dire, il n'a pas
pour moi, il a peut-être une singularité, c'est le mien, etc. Bon, et encore, il a une singularité, mais c'est un ordinateur d'un certain type, d'une certaine marque, qui, à ce titre-là, appartient à une sous-catégorie de la catégorie des ordinateurs. Mais au fond, n'importe qui d'autre que moi perçoit cet objet comme un membre quelconque de la catégorie ordinateur. Il n'a pas de particularité perceptible autrement que en se l'appropriant d'une certaine façon à titre personnel. Quand vous considérez les êtres vivants, les êtres humains, qui a pour nous une singularité? Je veux dire, quand vous vous promenez dans la rue, vous voyez quoi? Des gens, alors, des grands, des petits, des bruns, des blonds, des gros, des maigres. Bon voilà, vous avez des sortes de catégories comme ça. Donc vous prenez une personne au hasard dans la rue, elle est un membre quelconque d'une catégorie, qui va être, voilà, n'importe quoi, une catégorie qui peut être physique, ethnique, tout ce que vous voulez. Bon. Mais les seuls êtres humains qui ont une singularité pour vous, ce sont les êtres humains très proches, enfin je sais pas, vos parents, vos frères et sœurs, etc. Quelques personnes dans le monde qui vont avoir une sorte de singularité propre. Et encore, il peut vous arriver, pour prendre l'exemple de vos parents, de les voir comme des parents en général. Ils vont se comporter comme la catégorie générale parents se comporte, et ils vont perdre à ce moment-là leur singularité. Donc vous voyez que l'accès à la singularité nous est presque entravé par cette capacité de catégorisation. Alors dans le domaine des objets, c'est l'œuvre d'art qui va reconquérir une forme de singularité par rapport à l'ensemble quelconque des objets. Mais d'une manière générale, compte tenu de notre aptitude et de notre condamnation, si j'ose dire, à la catégorisation, nous avons tendance à percevoir tout ce qui nous entoure comme des membres quelconques de catégorie, des membres quelconques. Donc, on a du mal, en tant qu'être humain, à saisir la singularité des êtres et des choses. Bien, alors le problème, c'est que la catégorisation est compliquée par la polysémie dans les langues. Hein. On va voir que, évidemment, avec la polysémie, jusqu'à présent, on a raisonné en supposant que j'ai un mot, hein, par exemple, quand on a pris les noms d'oiseaux, la catégorie oiseau, bon, bah, j'ai un nom, j'ai une catégorie. Hein. Mais la polysémie nous complique les choses parce qu'on va avoir un nom et peut-être plusieurs catégories. Alors, voyons ce problème de la polysémie. Pour comprendre la question de la polysémie, avec cette idée qu'un même mot va avoir plusieurs sens, il faut quand même distinguer parmi l'ensemble de ces cas. Alors, vous voyez, j'ai indiqué ici être défendu par un avocat, manger une pêche, se fendre la pêche. Alors, se fendre la pêche pour certaines étudiantes étrangères, ça veut dire rire à gorge déployée, hein, la pêche étant une sorte de métaphore de la tête. Aller à la pêche, un bouton de rose, un bouton de fièvre, coup d'un bouton, etc. Donc vous avez avocat ici, pêche ici, bouton ici. Vous êtes d'accord que dans tous les cas, chacun de ces mots, bouton, pêche, avocat, est employé avec le même mot est employé avec des sens différents. Pourtant, il y a une grande différence entre cette première colonne à gauche, qui est représentée par les exemples de avocat et pêche, et les exemples de la colonne de droite, représentés par le mot bouton. Vous voyez, c'est évident pour certains d'entre vous. Hein. Bon. Alors, on a bien un même signifiant pour plusieurs signifiés, mais on a deux phénomènes différents. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez avocat, vous avez le signifiant avocat, avec les deux signifiés qui sont le fruit et l'homme de loi, être défendu par un avocat, mais ces deux signifiés n'ont aucun rapport entre eux. Il n'y a aucun rapport entre le fruit, l'avocat, et l'homme de loi, l'avocat. Bon, dans ce cas-là, on ne parle pas de polysémie, on parle d'homonymie. De même, pour pêche, au moins dans la différence entre 1 et 2, puisque en fait, la notion de fruit, manger une pêche, et rire, se fendre la pêche, ces deux-là sont liés, puisque la pêche ici a le même sens que le sens de fruit, hein, comme dans le signifié 1, sauf que ce fruit métaphorise la tête. Mais ici, l'action de pêcher, aller à la pêche, n'a rien à voir. Donc la relation entre les signifiés 1 et 2 d'une part
et le signifié 3, il n'y a pas de relation entre les signifiés 1, 2 d'un côté et le signifié 3. Donc là aussi, il y a homonymie. Alors que dans le cas de bouton, eh bien, évidemment, qu'il s'agisse du bouton de rose, du bouton dermatologique, du bouton pour ouvrir ou fermer un vêtement, du bouton pour allumer ou éteindre une pièce, du bouton pour ouvrir ou fermer une porte. Dans tous les cas, on a affaire à un petit objet, parfois rond. Bon, il y a un lien entre ces différentes significations. Et c'est uniquement dans ce cas-là qu'on parle de polysémie. Alors, on peut représenter les choses pour les avoir clairement à l'esprit de la façon suivante. Dans le cas de l'homonymie, vous avez un signifiant et deux signifiés, mais qui sont dans une disjonction complète. Il n'y a aucun rapport entre les deux signifiés de l'homonyme. Tandis que dans la polysémie, vous avez obligatoirement, pour qu'on puisse parler de polysémie, une zone d'intersection entre les deux significations du mot, entre les deux signifiés. Bon. Alors, il faut juste préciser au sujet de l'homonymie que là, on vient de parler d'homonymes qui sont en même temps homophones et homographes. C'est-à-dire, ils se prononcent de la même façon et ils s'écrivent de la même façon, pêche et avocat. D'accord ? Donc, c'est cela, quand on parle d'homonymes, disons, sans précision, on présuppose qu'on a affaire à des homonymes homophones, homographes. Mais il y a quand même deux autres cas qui sont l'homonyme homophone non homographe, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Donc d'une certaine façon, ce sont des homonymes aussi. Le signifiant oral est le même pour des signifiés différents qui n'ont aucun lien entre eux. Mais en revanche, le signifiant graphique est différent. Donc on a moins de mal à les confondre d'une certaine façon, hein, puisque les graphèmes ne sont pas les mêmes. Et puis il y a la situation inverse, c'est-à-dire des homonymes qui sont homographes, mais non homophones. Donc, des mots qui ont la même écriture, hein, ce sont les mêmes mots à l'écrit, mais à l'oral, on les prononce différemment. Cet homme est fier, mais peut-on s'y fier ? Nous éditions de belles éditions. Hein, donc, voilà. Bon, cela dit, ici, entre édition et édition, on est au-delà de l'homonymie. Hein, ce n'est pas un très bon exemple. Mais bon, prenons plutôt fier et fier ici. Donc on a ici un même signifiant graphique pour plusieurs signifiés disjoints. Mais le cas général, si vous voulez, c'est le premier, hein, illustré par Pêche et Avocat, des homonymes homophones, homographes. Bon, il faut remarquer qu'évidemment, ce qui caractérise les homonymes, c'est qu'ils ont des étymologies distinctes. Quand vous prenez l'exemple de Pêche, vous avez le premier sens qui vient du bas latin persica, donc la pêche, le fruit, hein, persica, qui est en fait une forme latine, qui est la traduction latine de perse. Hein. Et à l'origine, la pêche, c'est le malum persicum, il y a une lettre en trop là, malum persicum, qui signifie, attendez, je corrige cette petite coquille, voilà. Donc le malum persicum qui signifie fruit de la Perse, d'accord ? Donc étymologiquement, le mot pêche vient d'un mot latin qui signifie la Perse, hein, le fruit de la Perse. Alors que l'action de pêcher vient du latin piscare, qui correspond du bas latin, le latin populaire piscari, qui vient du latin classique piscari, qui signifie pêcher, depuis piscis, poisson, hein, qu'on a dans piscicole, pisciculture, etc. Donc, vous avez d'un côté un étymon latin piscis, de l'autre persica, qui n'ont rien à voir. Et c'est, au fond, le hasard de l'évolution phonétique, hein, de l'usure, si vous voulez, des signifiants, qui ont fait qu'ils se sont rejoints sur un même signifiant oral. Mais au départ, on a bien deux étymons complètement différents. Et même chose pour l'avocat, hein, vous voyez, l'avocat homme de loi, c'est le participe passé de advocare, appelé, donc qui a donné advocatus, d'où avocat en français, alors que l'avocat, le fruit, hein,
est un emprunt à l'espagnol à l'origine, etc. Donc absolument rien à voir avec advocari. Inversement, dans bouton, eh bien, on a un seul étymon, qui est le verbe bouter, c'est-à-dire pousser, comme dans la fameuse expression bouter hors de France, bouter je ne sais plus quoi, hors de France, donc pousser, et avec une suffixation qui est un peu, qui n'est plus, disons, vivante aujourd'hui, en on. Donc, on peut suivre historiquement l'apparition des différents sens, mais c'est toujours avec le même étymon. Le premier sens, c'est donc le sens de bourgeon. Ensuite apparaît le sens de bouton de vêtement. Petit à petit, le sens de petite boule qui sert à servir des objets. Donc, bouton de porte. Et puis ensuite, beaucoup plus tardivement, le bouton au sens dermatologique. Mais on a un seul et même étymon. Alors, si on regarde un petit peu comment se présente la polysémie d'un mot comme bouton sur le TLFI, donc là je vous donne un aperçu extrêmement simplifié, parce que ça se développe sur plusieurs pages. Mais là, en résumé, vous voyez, vous avez un premier grand sens qui est le sens biologique, un deuxième grand sens qui est habillement, et un troisième par analogie avec le bouton d'habillement. Donc vous voyez le caractère un petit peu, approximatif de la présentation de l'étymologie dans le dictionnaire. Parce qu'on pourrait très bien partir uniquement du sens de base biologique et donner tous les autres sens comme des sens analogiques du premier. Le fait de dire qu'il y a un premier sens en biologie, un deuxième sens habillement, et que les autres sont par analogie, est un peu discutable d'une certaine façon. Et puis le regroupement dans la partie biologie de la fleur et du bouton dermatologique, bon, c'est un regroupement commode, mais est-ce que cognitivement, quand vous pensez à bouton, ce sera intéressant d'ailleurs, parce que là aussi, vous voyez, il pourrait y avoir des questions de prototypes à partir de la polysémie. À quoi pensent les gens quand on leur dit bouton? Est-ce qu'ils pensent d'abord au bouton sur la peau, au bouton de rose? Ça m'étonnerait, à moins que d'être fleuriste, mais ce serait intéressant de savoir quels sont les sens les plus immédiatement accessibles dans la polysémie. Et ce serait intéressant aussi, mais c'est très compliqué à faire, que les dictionnaires en tiennent compte et mettent en premier, dans la liste des acceptions d'un mot, les sens qui sont les plus saillants cognitivement, c'est-à-dire ceux qui sont soit le plus usuel, soit le plus, le plus facilement ou le plus tôt maîtrisé, etc., etc. Et là, vous voyez, on pourrait imaginer des tests comme ceux de Roche, à demander à des gens qu'est-ce que c'est qu'un bouton pour vous, voilà, et voir quelles sont les réponses qui arrivent en premier, et puis on pourrait tester la polysémie un peu comme ça. Voir aussi dans les textes quelles sont les occurrences les plus fréquentes. Enfin bon, cette question de la polysémie, elle est quand même extrêmement complexe, extrêmement importante dans les langues, c'est vraiment une propriété de toutes les langues, et la question de savoir comment elle s'organise est problématique. Bon. Là aussi, l'analogie joue, à mon avis, un rôle crucial, même si dans cet exemple-là, ça n'apparaît pas. Il y a toujours toutes sortes. Si vous comparez 10 dictionnaires, par curiosité, faites cette expérience. Vous cherchez le mot bouton sur différents dictionnaires. Vous verrez qu'il est très probable que sur les 2-3 dictionnaires que vous allez consulter, le regroupement des sens va être différent. Parce qu'au fond, les fabricants de dictionnaires, les lexicographes, sont des artisans. Ils font un peu comme ils essaient de trouver les moins mauvaises solutions, mais c'est pas une science, la lexicographie. C'est pas une science. Alors, on peut remarquer aussi que on arrive à déterminer assez facilement l'ensemble des opérateurs de polysémie, c'est-à-dire quels sont
les types de relations qu'on va avoir entre un sens de base et un sens, disons, dérivé, un sens secondaire. Vous voyez, pour bouton, il y a la métaphore d'abord. On a vu tout à l'heure, il y avait cet exemple des vies en bouton, hein, qui est enregistré comme un emploi métaphorique et littéraire ici. Personne très jeune d'une extrême fraîcheur offrant des promesses de grande beauté. Elle devait vivre, Dieu l'avait écrit, cher bouton de la plus belle des fleurs humaines, dans le Lys de la vallée de Balzac, par exemple. Ces vies en bouton, etc. Bon, donc là, il y a une métaphore entre le bouton de rose et dire une vie en bouton, donc en germe, en début, qui va vers... Hein, il y a une métaphore. Bon, ça, c'est une première relation. Une deuxième relation, c'est l'analogie, en particulier l'analogie de forme. À partir du moment où le bouton est vu comme une sorte de petite boule, hein, le bouton de fleur, eh bien, par analogie de forme, un bouton de sonnerie ou un bouton de vêtement, surtout que les boutons de vêtements étaient, je crois, à l'origine plutôt des boules que des espèces de ronds plats comme ce qu'on a plutôt aujourd'hui, eh bien, il y a une relation d'analogie de forme entre le sens de base et le sens obtenu. Ensuite, vous avez le cas de la métonymie, donc la relation entre parties et tout. L'exemple que je reprends là de Robert Martin, c'est l'exemple de blaireau, qui est donc le blaireau à l'origine. Donc le blaireau, c'est un poêle pour mettre de la mousse à raser. Le blaireau à l'origine est fait en poil de blaireau, hein, de l'animal blaireau. Donc entre le blaireau animal et le blaireau outil pour se raser la barbe, enfin instrument pour se raser la barbe, il y a un lien de métonymie. En fait, on nomme l'outil avec le nom de l'animal qui sert à fabriquer l'outil, hein, qui est une partie de l'outil. Bon. Donc ça, c'est simplement le cas de la métonymie, qui est aussi très, très courant, très fondamental comme type d'opérateur. Et puis, il y a les deux derniers, extension de sens et restriction de sens. Bon, si vous prenez l'exemple de minute, une minute, sa définition de base, c'est 60 secondes. Hein. Une minute, c'est une unité de temps qui fait 60 secondes. Mais si vous dites à quelqu'un j'arrive dans 2 minutes, évidemment, c'est pas exactement j'en ai encore pour 1 minute, etc. Le mot minute signifie ici simplement un bref espace de temps. Donc, c'est une extension du sens. C'est plus seulement 2 secondes, 60 secondes exactement, 1 minute. Ça devient un espace de temps bref. Donc, le fait que l'espace de temps dure exactement 30 secondes est un cas particulier par rapport à ce sens étendu. Et inversement, il y a la restriction de sens de homme, être humain mâle ou femelle, jusqu'à homme, être humain, mâle, adulte. Hein. Ça, on a restreint du sens homme, être humain, au sens homme, être humain, mâle, adulte, par opposition à enfant. Hein. Si vous voulez, vous avez le premier sens de homme, le sens général, qui est homme versus animal, et puis le deuxième sens qui est homme versus femme et enfant. D'accord ? Ce deuxième sens, il est restreint par rapport au premier. Donc ça, c'est le cinquième des grands opérateurs de polysémie. Donc vous voyez, il y a peut-être quelques autres cas, hein, mais avec ces 5 opérateurs, on a à peu près toutes les relations possibles entre un sens de base et les sens dérivés. Alors, il y a un certain nombre de problèmes théoriques autour de la polysémie qui sont, dont je vais parler de deux conditions. D'abord, on a vu la première des deux caractéristiques, on a vu les deux caractéristiques principales de la polysémie. D'une part, il faut qu'il y ait 2 sens différents pour un même mot, hein, pour une même unité lexicale. Et puis d'autre part, il faut que ces sens soient reliés entre eux. Hein, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma qui opposait l'homonymie à la polysémie. Dans un article de 2008, Kléber montre qu'il y a d'autres conditions. Certes,
il faut que les deux sens soient reliés entre eux, mais il faut également qu'ils soient malgré tout disjoints. C'est une condition que je vais vous expliquer, que Kléber nomme la condition de non-unifiabilité. Et puis par ailleurs, il faut que ces différents sens que possède l'unité lexicale soient vraiment liés à l'unité lexicale, et pas à des variations liées à l'emploi de l'unité en discours. Donc ça, c'est la deuxième condition qu'on appelle de robustesse. Alors voyons la première condition de non-unifiabilité. Alors cette condition de non-unifiabilité se décline en plusieurs champs d'application. Il y a la non-unifiabilité catégorielle, la non-unifiabilité vériconditionnelle, non-unifiabilité de lecture et sémantique. Mais en réalité, c'est à chaque fois la même chose qui est envisagée sous des angles un petit peu différents. Donc, le premier type de non-unifiabilité, la non-unifiabilité catégorielle, elle signifie qu'il n'y a pas de catégorie générale qui subsume les catégories dénommées par les différentes acceptions du mot polysémique. C'est-à-dire que quand vous avez un mot polysémique, vous avez au moins deux sens qui certes sont reliés entre eux. Vous avez deux sens, mais vous avez deux catégories aussi, en termes de catégorisation. Je veux dire que quand vous prenez le mot bouton, entre le bouton de rose, le bouton de fleur, et le bouton dermatologique, disons, eh bien, vous avez deux catégories différentes. La catégorie des boutons dermatologiques, d'un côté, avec toutes sortes de boutons, entre le bouton, je sais pas, de fièvre, le bouton d'acné, le bouton, voilà, c'est la catégorie des boutons dermatologiques. Puis ensuite, vous avez la catégorie des boutons de fleurs, avec les différentes sortes de fleurs, différentes formes de boutons de fleurs, etc. Mais ce sont deux catégories différentes. Cette condition, donc, à la fois, vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant dans la polysémie, à la fois les deux mots sont reliés, puisqu'on a vu que c'était la condition, qu'il y a un lien de sens entre les deux mots. Donc, sinon c'est de l'homonymie. Hein. Donc les sens sont reliés, mais les deux catégories sont deux catégories qui sont absolument non unifiables, c'est-à-dire il n'y a pas une catégorie générale dans laquelle on pourrait mettre à la fois les boutons de fleurs et les boutons dermatologiques. C'est ça l'idée générale de la non-unifiabilité. Alors par exemple, si vous comparez souris à enfant, alors ça c'est un exemple pour montrer que enfant, ça peut signifier un garçon ou une fille. D'accord ? Donc le mot enfant, il correspond à deux catégories. Il y a enfant-garçon, enfant-fille. Okay ? Donc on pourrait dire, le mot enfant il est polysémique. Il peut signifier soit un garçon, soit une fille. Il a deux sens. Il correspond à deux catégories. Bon. Sauf que par rapport à souris, qui lui est vraiment polysémique, entre la souris, le rongeur et la souris d'ordinateur, eh bien, les deux catégories désignées par le mot enfant, enfant, garçon, enfant, fille, peuvent évidemment être subsumées dans une catégorie générale, qui sont la catégorie générale des enfants. À l'intérieur de la catégorie générale des enfants, j'ai les enfants garçons, les enfants filles. Mais je n'ai pas une catégorie générale des souris, à l'intérieur desquelles il y aurait la souris rongeur et la souris d'ordinateur, évidemment. Donc, on dira que dans le cas de enfant, j'ai certes deux sens, mais je n'ai pas une polysémie. J'ai plutôt un sens indéterminé. Ce n'est pas un mot polysémique, mais un mot de sens indéterminé. Ça n'entre pas dans le cadre de la polysémie, en raison de du non-respect de la contrainte de non-unifiabilité. Bon, ensuite, cette non-unifiabilité catégorielle, elle a toutes sortes de conséquences, mais c'est ça l'idée de base. Hein. Première conséquence, une non-unifiabilité vériconditionnelle. Donc, je cite cette phrase de Kléber, l'attribution d'une valeur de vérité s'établit au niveau de chaque lecture particulière et non au niveau d'une interprétation rassemblant les différentes lectures. Bon, si vous prenez la phrase « Paul n'a pas d'enfant », donc c'est la négation de Paul à un ou des enfants, mais c'est la négation de quoi ?
cette phrase « Paul n'a pas d'enfant », elle est fausse si Paul a soit un garçon, soit une fille. C'est-à-dire, s'il a un garçon, ça veut dire qu'il a un enfant. S'il a une fille, ça veut dire qu'il a un enfant. D'accord ? Donc, pour que cette phrase soit effectivement fausse, il faut qu'il ait soit un garçon, soit une fille. Par contre, si vous dites « Paul n'a pas de souris », c'est évidemment la situation du point de vue vériconditionnel est complètement différente. Parce que là, ce sera vrai s'il a une souris d'ordinateur ou une souris d'animal. Mais on ne peut pas avoir, comment dire, je veux dire, si vous dites, si vous parlez de Paul et vous dites Paul n'a pas de souris, il est impossible d'imaginer un contexte dans lequel on puisse répondre oui ou non en disant « Ah ben si, il en a une dans sa cave pour parler du rongeur » ou bien « Oui, il en a une dans son ordinateur, qui va avec son ordinateur ». Donc ici, évidemment, c'est une conséquence de la non-unifiabilité catégorielle. Du point de vue vériconditionnel, on ne peut pas, je veux dire, la vérité ou la fausseté de l'énoncé « Paul a une souris » ou « Paul n'a pas de souris » ne peut s'analyser que pour chacun des sens de souris. C'est-à-dire, Paul n'a pas de souris ou Paul a une souris, ça ne peut être vrai ou faux que pour un des deux sens de souris. D'accord ? Alors que Paul n'a pas d'enfant ou Paul a des enfants, c'est vrai ou faux, quels que soient les enfants qu'il a, garçon ou fille. Hein ? Bon, en cas d'ambiguïté, donc ça c'est la non-unifiabilité de lecture. En cas d'ambiguïté, on ne peut pas unifier les deux lectures. Bon, évidemment, c'est toujours les mêmes conséquences. On peut imaginer une phrase « Paul voudrait un enfant ». A priori, s'il veut un enfant, c'est soit un garçon, soit une fille. Mais Paul voudrait une souris, on ne peut pas imaginer qu'on lui donne satisfaction en lui donnant soit un rongeur, soit une souris d'ordinateur. Ça n'aurait pas de sens. Bon, alors un autre point là qui est un petit peu plus intéressant parce qu'il introduit une autre dimension de cette non-unifiabilité. Il n'y a pas de sens général ou abstrait qui rassemble les différentes lectures de l'unité lexicale polysémique. Par exemple, on ne peut pas dire que le mot quartier signifie partie de, parce que vous avez en effet quartier de viande, quartier d'une ville, le quartier des femmes, où on peut s'imaginer que c'est une partie de la viande, une partie d'une ville, une partie où il y a des femmes dans un espace quelconque. Mais si quartier signifiait partie de, on devrait pouvoir dire le quartier d'un livre pour dire la partie d'un livre, le quartier d'une symphonie pour dire la partie d'une symphonie, mais on ne peut pas. Hein. Donc l'ensemble des sens du mot quartier correspond bien ici à de la polysémie. On ne peut pas regrouper dans un sens très général les différents sens du mot quartier comme étant des dérivés d'un seul sens général. Et on peut le tester de cette façon-là. Hein. On ne peut pas dire ce veau est rapide et tendre, veau signifiant à la fois l'animal et la viande de veau. Désolé pour les végétariens, mais ça c'est de la polysémie. Hein. Parce que même s'il y a une relation de sens entre le veau et la viande de veau, ce sont quand même des catégories mentales différentes. Et c'est pour cette raison, donc je reviens à la non-unifiabilité catégorielle, il n'y a pas une catégorie générale dans laquelle je peux mettre l'animal veau et la viande de veau. Et je le vois dans l'impossibilité de coordonner des adjectifs qui s'adapteraient aux deux sens différents du mot veau. Hein, je ne peux pas dire ce veau est rapide et tendre. Parce que ça supposerait que j'ai réussi à unifier dans le mot veau ces deux sens. Mais c'est non unifiable. Et ça, c'est une preuve de la polysémie. Donc vous voyez, un mot comme enfant, par exemple, lui, il n'est pas polysémique. Il a plusieurs sens, mais
Donc c'est très judicieux cette idée de non-unifiabilité, parce qu'on a vite fait de penser que lorsqu'on a dit que la polysémie correspondait, enfin avait comme contrainte qu'il y ait un lien de sens entre les deux mots, sous peine de basculer dans l'homonymie, on a l'impression qu'il y a un lien de sens, bien qu'il y ait deux catégories. Donc on a l'impression que les catégories sont liées, ce qui est vrai d'une certaine façon. Elles sont liées, les catégories. Elles sont liées dans un rapport d'implication, si on veut, ou de dépendance. Hein. Dire que, par exemple, pour faire de la viande de veau, il me faut un veau animal. Hein. C'est pour ça qu'il y a des végétariens, d'ailleurs. Bon. Bref. Zut, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, mais il n'empêche que ces deux catégories différentes, liées par une ressemblance, une similarité sémantique, elles sont malgré tout non unifiables. On ne peut vraiment pas elles correspondent à deux catégories absolument différentes qui ne peuvent pas être subsumées par une seule et même catégorie générale. Donc il y a quand même la polysémie, elle établit un lien, mais entre des choses qui vont produire des catégories complètement disjointes. Évidemment, c'est ça l'intérêt, parce que l'intérêt de la polysémie, c'est quand même, c'est une économie cognitive, la polysémie. Hein. C'est un principe d'économie cognitive. Vous avez à désigner une nouvelle notion. Je ne sais pas, par exemple, pour les noms de viande d'animaux, hein, on va dire du bœuf, du porc, du veau, etc. Bon, on utilise pour ça, c'est une métonymie. Hein, dans ce cas-là, c'est de la polysémie avec un opérateur métonymique. Mais, donc on utilise de la polysémie. Mais c'est quoi l'autre solution? Ce serait d'avoir un nom spécial. Comme en anglais, par exemple. En anglais, j'avais peut-être déjà pris cet exemple, on a sheep pour l'animal mouton et mutton pour la viande de mouton. Bon. Donc, en fait, pour toutes les viandes d'animaux, on pourrait imaginer que dans certaines langues, je ne sais pas, il faudrait faire la comparaison, je ne sais pas, peut-être ça a déjà été fait, quelles sont les langues qui vont choisir de créer ou de disposer d'un nom spécial pour la viande de l'animal qu'on mange? Mais vous voyez, ça a un coût cognitif supplémentaire, parce que ça veut dire qu'il faut avoir des noms en plus, à connaître, à comprendre, à maîtriser. Hein. Alors qu'avec la polysémie, j'ai un même nom, mais simplement j'étends sa zone d'emploi et je le rends apte à désigner une autre catégorie. Donc c'est là le principe d'économie cognitive qu'on a dans les polysémies, et c'est pour ça que c'est un processus qui est extrêmement important en linguistique cognitive, c'est que c'est un principe d'économie cognitive absolument fondamental. On se sert des mots pour plusieurs catégories. Ce n'est pas un mot, une catégorie, c'est un mot, en général, plusieurs catégories. Parce que grâce à ça, mais des catégories reliées. Parce que inversement, l'homonymie, c'est un brouillage cognitif. Hein. Ça nous mélange des choses qui n'ont rien à voir. Entre l'avocat fruit et l'avocat... Ouais, c'est très embarrassant. Bon, ça peut permettre peut-être de faire des jeux de mots dans certains cas, mais en réalité, c'est un brouillage du système. C'est un parasite cognitif, l'homonymie. Hein, alors que la polysémie, c'est un opérateur d'économie cognitive. Alors, je termine avec le dernier critère qui est le critère de robustesse. Donc, c'est l'idée tout simplement qu'il faut bien que les différents sens du mot soient liés au mot lui-même et pas à son emploi. Donc, par exemple, il faut distinguer la polysémie des locutions figées. Dans arbre à cam, ou prenez, je sais pas, arbre généalogique. Hein, on va pas parler de polysémie dans ce cas-là, parce que c'est pas le mot tout seul qui est responsable, c'est pas le mot arbre tout seul qui est responsable de son extension de sens. Là, en l'occurrence, c'est le fait qu'on l'ait employé dans un certain contexte où la combinatoire est modifiée. C'est-à-dire, quand je dis arbre à cam, c'est pas
un arbre qui est dans la nature et qui a une camme, enfin, ou sur lequel pousse de la camme, ou je ne sais quoi. Bon, donc, un arbre à camme, c'est une pièce de mécanique, je le précise dans un moteur, je précise pour peut-être les étudiantes étrangères qui ne connaissent pas ce mot. Ça n'a rien à voir avec... enfin, rien à voir. Ça a à voir dans la mesure où c'est un... Je suppose, je ne suis pas très bon en mécanique, mais un arbre à camme, il y a quand même une sorte de cylindre, enfin, je veux dire, oui, un cylindre en métal, en acier, bon. Donc qui fait un peu penser à un arbre. Mais là, j'utilise le figement, hein. C'est-à-dire, au lieu de créer un mot nouveau par polysémie, je crée un mot nouveau en jouant sur la contiguïté. Je crée un mot nouveau en utilisant ce mot dans un contexte qui va modifier son sens. D'accord ? Donc ici, dans le cas des mots employés dans des locutions figées, on mettra le sens particulier. D'abord, on peut, à partir du moment où c'est une locution figée, ça n'a plus de sens, si j'ose dire, d'analyser le sens du mot séparément. Hein. Ça devient arbre à camme, comme si c'était un seul mot. D'accord ? C'est ça le principe du figement, c'est que c'est une unité. Donc, ce qui compte, à ce moment-là, c'est le sens global de l'unité. Donc, on ne peut pas dire que arbre, dans arbre à camme, représente une zone de la polysémie du mot arbre. D'accord ? Bon. Donc, on distingue la polysémie du cas des changements de sens dans les locutions figées. Et puis, il faut distinguer la polysémie lexicale de la polysémie régulière, hein, ou systématique. Donc, par exemple, dans un restaurant, si vous dites, évidemment, vous voulez parler d'un client, mais vous ne le connaissez pas. Hein. Donc, comment vous faites pour désigner cette entité du client ? Bah, vous pouvez le désigner, lorsque vous êtes serveur dans un restaurant, par ce qu'il a mangé. Bon. Donc, par exemple, ici, l'omelette est partie sans payer. Quand je dis l'omelette est partie sans payer, c'est la personne qui avait commandé une omelette, hein, qui est partie sans payer. Bon. Mais là, ça marche avec n'importe quel... c'est pas lié au sens de omelette, en fait. C'est une construction régulière. On pourrait très bien dire le jus de fruits est parti sans payer, le cassoulet est parti sans payer. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de procédé métonymique qui marche, qui a une généralité. Donc on ne peut pas considérer, puisque dans cette phrase, l'omelette, ça désigne une personne. Hein, je veux dire, vous n'allez pas avoir dans le dictionnaire omelette, le sens de omelette, recette, etc. Puis personne qui mange une omelette dans un restaurant. Ça, hein, on ne peut pas imaginer que ce sens-là soit dans le dictionnaire, par exemple. Bon, ça c'est un sens en discours. Hein, donc c'est pas du tout de la polysémie. Là. Et puis il y a aussi évidemment les cas qui sont moins réguliers, mais qui sont propres aux emplois littéraires. Par exemple, quand Rimbaud dit « je me suis baigné dans le poème de la mer », avec cette idée que le poème de la mer, ça veut dire que la mer est une sorte de poème, du coup le mot mer renvoie à poème, le fait que mer signifie poème est évidemment un sens qui ne va pas non plus être lexicalisé, c'est un sens propre à un auteur, etc. Alors juste pour terminer, donc on distingue bien le niveau de la langue du niveau du discours, hein, donc c'est au niveau de la langue qu'on va avoir des opérateurs de polysémie. Et puis, je remarque quand même, et vous le lirez rapidement, parce que là je vois que l'heure est passée, mais vous lirez la citation tranquillement chez vous, Cadio et Visetti ont développé une théorie un peu différente, justement complètement opposée à cela, avec cette idée que la polysémie, il y a toujours un sens très général, et donc, ah ben non, je n'ai pas mis la citation ici, mais peut-être je l'ajouterai, il y a une petite citation où ils essaient d'expliquer, de trouver un sens très général au mot boîte qui s'applique à boîte de nuit, boîte à chaussures, boîte aux lettres, à tous les mots et expressions emploi du mot boîte seraient pour eux regroupables sous un signifié très abstrait. Donc vous voyez, c'est un autre point de vue en sémantique qui s'oppose au point de vue qui est beaucoup plus sémantico-référentiel de Georges Kléber.
Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.